Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous allons donc poursuivre cette exploration pour l'élaboration d'un code de l'environnement de manière à protéger la faune et la flore de l'île de Mayotte. Et nous en étions restés dans la vidéo précédente au garçon maoré, au boy en quelque sorte, comme on disait avant, qui nettoyait la demi-dalle en pente, c'est-à-dire les marches qui conduisent à ma chambre. Quelqu'un d'assez rigolo. Vous allez le voir d'ailleurs sur une photographie. Ce garçon prêt à rigoler. Alors, quelques notions sur ce garçon. Le repas d'herbes sauvages. Cet homme connaît bien les plantes de la forêt, car à quelques mètres des cases, à midi, il va se choisir des herbes dans l'amas végétal, des herbes et des fruits sans doute, qui nous environnent, et il fait son repas de midi avec ses végétaux. Voilà. La demi-dalle en pente. Bon, je précise que ce n'est pas un foudre de guerre. En temps ordinaire, il balaye sa demi-dalle en quelques minutes, puis se repose longuement, assis, contemplatif. Contemplatif. Je me souviens dans les Pyrénées, en col en altitude, à plus de 2000 mètres, d'avoir vu un pâtre le matin qui était assis sur une pierre en train de contempler un immense paysage sur l'Ariège, là, avec ses moutons qui packageaient, et le soir d'être repassé tardivement au crépuscule et de voir encore ce pâtre dans la même position, contemplative. Oui, ça contraste singulièrement avec notre civilisation pressée. Voilà. Le patron. Mais il n'a pas son pareil pour se relever promptement et reprendre son travail dès qu'il aperçoit la silhouette de son patron, de Villèle, qui passe au loin. Sinon, il aime bien s'asseoir sur les marches de ma case et nous discutons paisiblement, car j'aime bien parler à l'être humain. Voilà. Alors le voici, la photo est un peu floue, il, il avait bougé sans doute, en train de faire le lit, voilà, la case, la chambre dans la case, voilà. Parmi mes affaires, j'ai amené un costume. Le garçon de service est, lui là, il est émerveillé. Pour lui, la France est un bien beau pays. Alors il me demande comment je l'ai cueilli. Je lui fais répéter le mot avec étonnement de ma part. Mais il récidive. Alors je lui réponds que je l'ai acheté en France dans un supermarché. Pour simplifier les choses. Bon. Le garçon de service me regarde avec un air incrédule. Tu l'as pas payé en France. On n'a qu'à cueillir dans les magasins. On n'a qu'à cueillir dans les magasins. S'ensuivent des échanges de sourds. Il ne me croira pas, en rigolant de sa blanche dentition à plein éclat. Mais je n'arriverai pas à le faire démordre qu'en France il faut payer. Je pense qu'il est tellement habitué à cueillir des fruits en tout genre dans la forêt pour ses repas, et que sais-je encore, qu'il ne manipule pas beaucoup d'argent. C'est une société à cette époque-là, du moins au moins tranquille, quoi. Le jour de mon départ vers la civilisation, il sera là, et on se dira chaleureusement adieu, oui, oui. Et il recevra avec empressement quelques menus objets que je ne veux pas ramener, et surtout les médicaments, qu'il pourra sans doute revendre. Le conseil général, que j'avais déjà rencontré, donc, la troisième semaine de mon séjour, j'avais bien pris mes habitudes. Tous les matins, je prenais mon petit déjeuner dans la moiteur de l'aube, sous l'abri, avec le paysage. Ça faisait déjà 15 jours que j'étais là, souvent immobile, et au loin, une mince marche blanche, la barrière de corail qui fait le tour de l'île. J'ai oublié les bougainvilles là, roses sur ce pays, sur ce lagon bleu, et au fond,
la barrière de corail blanche. C'était un tableau. Pas besoin des couleurs de Paul Gauguin en Polynésie française. Là, les couleurs naturelles étaient très belles aussi. L'énorme araignée noire et jaune. Tout était calme et figé. Un matin, toutefois, une énorme araignée noire et jaune tombe du plafond, mais grosse, hein, à quelques décimètres de moi. J'ai un mouvement de recul. Un garçon de service arrive qui chasse l'intruse, laquelle fuit à belles pattes, hein, parce qu'elle avait des pattes longues, et ce me semble en direction de la piscine. Le garçon rigole, il se moque de moi. Elle n'est peut-être pas venimeuse, mais elle est grosse, elle est impressionnante. Tous les autres jours, par la suite, je regarderai le plafond. Il paraît que ce genre d'araignée tisse de magnifiques toiles d'un fil jaune éclatant. Il paraît. Ouais. En tout cas, elles sont curieuses de voir les invités. J'étais le seul. Voici donc de nouveau la vue du point le plus élevé de l'île, un reste de volcan. Et tout à coup, sur cet espace de petit déjeuner, donc du monde. Un matin, la surface bleue du lagon était ourlée de plis. C'était le vent sans doute. Les alizés soufflaient, voilà, et les feuilles des arbres s'agitaient. Et je n'étais pas le seul. Il y avait même beaucoup de monde. Cela me gênait un peu car, bon, par l'usage répété, on arrive vite à prendre l'habitude d'un propriétaire. Oui. L'usage crée la propriété. Dépassant ce sentiment, j'observe. Cela parle beaucoup et d'un accent que je reconnais. Mais à une table proche se trouve un personnage à barbiche qui parle particulièrement fort. Ça doit être donc le chef. Je me présente, rubrique je me présente et eux aussi. Alors je me lève et lui adresse la parole. Je me nomme et présente ma mission officielle. Il est intéressé et se présente à son tour comme le président du conseil général c'était du Bas-Rhin. Et d'un vaste geste de la main de Najoli, il ajoute « Et voici les conseillers généraux avec leurs épouses ou autres ». Il y a aussi quelques membres des services du conseil général, c'est-à-dire pas les élus, hein, les administratifs. Ça fait beaucoup de monde tout ça. Comme je sais que mon billet d'avion aller-retour coûtait à l'époque 12 000 francs, je pense aux impôts locaux qui financent donc le budget du département et qui permet aux conseillers généraux départementaux maintenant de voyager. Un beau voyage, rubrique. Alors il me demande la durée de mon séjour, qui est d'un peu plus de 3 semaines. Il me répond « Quelle chance, vous savez, eux ne sont là que pour une semaine. » Mais de question à question, j'apprendrai qu'ils vont séjourner après à La Réunion, et peut-être à l'île Maurice, bien que là on sorte des relations d'amitié entre les collectivités de la République, parce que ce personnage le président du conseil général est un politique, donc il me fait de beaux discours. Hein. Quand je lui demande, quant à la raison d'être à Mayotte, c'est ce qui participe au développement de l'île. Il me sort une phrase du genre, nous sommes ici pour développer la libre coopération entre les collectivités de la République et pour développer la fraternisation entre les populations de Mayotte et du Bas-Rhin, etc. Bon, de beaux mots. Au travail, rubrique les débuts, parce que je suis là pour travailler tout de même. À la faveur de ces déplacements sur l'île et des éclaircissements du chef du service forestier Bernard Courtois, je prends connaissance des problèmes locaux. S'ensuivent de nombreuses discussions sur le terrain ou dans les bureaux à Coconi sur ce qui convenait d'adopter comme législation. Le problème était connu des Romains, ius nascitur de facto, le droit naît du fait. Ius nascitur de facto, le droit naît du fait. Donc on part du fait, c'est-à-dire Mayotte, les problèmes concrets
et ensuite on élabore les solutions juridiques. Par exemple, nous sommes d'accord pour éloigner les distillateurs d'ylang-ylang de la lisière forestière. Ceux qui distillent les fleurs d'ylang-ylang pour le parfum. Mais nous hésitons sur la distance à choisir, 100 mètres, 150 mètres. On ne sait pas. La DDA et la trésorerie. Passage aussi à la direction départementale de l'agriculture qui croule sous les bougainvillées roses de ce genre. Voilà, il y en a partout. C'est magnifique. Plusieurs bureaux, des fonctionnaires. Voilà, bon, on se présente, voilà. Passage aussi à la trésorerie, des liasses de papier partout. Comme j'enseigne à Pôle le droit fiscal, notamment, je suis à mon aise ici aussi. Le trésorier, ravi de la discussion, me remet le code des impôts de Mayotte, sous forme d'un listing sans fin. Quelques mois après mon passage, la trésorerie flambera, la prison aussi d'ailleurs. Ouais. L'état de droit a du mal à se faire respecter. La méthode de Montesquieu. Voici Montesquieu, deux portraits différents. Ayant lu L'Esprit des lois de Montesquieu, L'Esprit des lois, donc, un livre, je sais bien que l'esprit des lois se trouve dans l'esprit des peuples. Très belle formule. Il faut donc étudier les mentalités locales. Sinon, si les règles futures ne sont pas appliquées parce que non comprises par les gens, tout serait vain. Il faut que les lois soient adaptées aux gens, tout simplement. Je suggère donc de commencer par le personnel forestier, puisqu'on l'a sous la main là. Courtois organise une réunion de ses personnels dans une grande case. Quand j'y rentre, il fait noir comme dans un trou. Autour d'une grande table circulaire, il me semble, se trouvent les agents dont certains se confondent dans l'ombre, du moins quand j'entre. J'ai les pupilles qui ne sont pas encore dilatées. Le chef explique la situation, Bernard Courtois donc, me présente. C'est le silence. Je hasarde quelques mots. Mais les agents ne sont pas débordants de paroles, ils ont l'air plutôt expectatifs, voire craintifs. L'islam, rubrique l'islam et l'arme. Et puis je lance la conversation. Devant ce silence, ça ne me va pas moi. Il faut que j'ai des renseignements. Voilà, des hommes de Mayotte qui vivent dans le pays pour découvrir les lois qui les gouvernent actuellement, avant que je n'arrive, les coutumes, disons, et puis les problèmes qu'il y a surtout. Et alors, donc il faut que je les fasse parler. Donc l'idée me vient de lancer la conversation sur l'islam. Le problème de Mayotte sous l'angle forestier, c'est la déforestation due à la surpopulation qui entraîne une érosion importante. Une partie des terres qui sont sur les pentes glissent dans le lagon et en perturbent l'équilibre, diminuant même, paraît-il, les quantités de poissons pêchés. C'est logique, hein. Si le lagon est en partie comblé par les terres qui dévalent des pentes, lorsqu'il pleut notamment, ça entraîne une raréfaction du poisson. Cette religion, l'islam, puisqu'il pratique l'islam, un islam particulier, n'interdit-elle pas de couper les arbres? Voilà la question que je pose. Alors, à notre grande surprise, c'est un branle-bas de combat. Tout le monde se met à parler, et certains avec véhémence. On s'interpelle, on se répond, on se comprend. On me répond à droite, à gauche, partout. Il y aurait en effet un passage du Coran qui interdit la coupe d'un arbre. Bon, ben très bien, très bien. Courtois n'en revenait pas. Hein. Oui, ben, je vais le dire après. Je demande alors pourquoi on ne l'applique pas, ce passage du Coran. Un agent, dans un immense sourire qui brillait dans l'ombre, me répond qu'il doit d'abord penser à manger, aujourd'hui, et que demain est un autre jour. Et polémique autour de ce propos. Certains sentent bien la contradiction de la pratique avec la religion. Il y a les partisans du réalisme, j'ai faim, et il y a ceux partisans de la théorie, le Coran. Donc, la conversation repart.
Courtois en est médusé. Il reste étonné. Il me dira plus tard que c'est la première fois qu'il voit ses agents si bavards, extraordinaire. Voilà. Comme quoi, hein, faut savoir aussi gérer les hommes. Le grand cadi. Rubrique. Le grand cadi. Au demeurant, est-il bien vrai que l'interdiction figure au Coran? Pour avoir une réponse, Courtois m'obtient un rendez-vous chez le chef religieux de l'île, le grand cadi. Le jour venu, je rentre dans ce qui est sans doute une mosquée, un grand bâtiment clair. Je m'assieds sur un banc et je fais du poivre. C'est une expression. Pendant une bonne heure. Une bonne heure au moins. Une bonne heure. Et c'est long. Hein. Enfin, je suis reçu. Un homme dont la tête est enveloppée dans un turban me reçoit derrière un bureau en bois avec un téléphone blanc. Voilà le téléphone blanc. Voilà le grand cadi avec un stylo dans la poche. Voilà. À l'arrière. Symbole de modernité, bien sûr. Je me présente. Le grand cadi commence, lui, à décliner ses titres et sa célébrité. Il me montre un pari match sur lequel il figure. C'est la consécration. Très bien. Bon, très bien. Comme nous savons maintenant quel est notre rang réciproque, je lui pose la question. Le Coran interdit-il la coupe d'un arbre? Il réfléchit à peine. Preuve qu'il connaît ses classiques. Et me répond oui. Puis, prenant le livre, il le feuillette, lit un passage en arabe que je ne comprends pas, le traduit, et en effet, il y a bien une prohibition. Je relève les références du passage, un sourate. On échange quelques mots aimables et nous nous quittons. Alors à partir de là, j'ai presque l'intention de faire graver le sourate quelque part, sur les bornes par exemple, pour que le commandement de Dieu soit partout dans la forêt. J'ai presque cette intention-là. En tout cas, il faut en parler. Voilà pour ce passage original sur ces discussions sans fin. Bon. Et la rencontre avec le grand cadi. Rubrique la traque maintenant. Au passage, Bernard Courtois s'aperçoit qu'une partie de la forêt a été défrichée et qu'on y fait des cultures, bananiers notamment. Avec quelques agents, nous nous y postons, à l'ombre des arbres, histoire de prendre le délinquant sur le fait. Mais ce jour-là, la chance ne sera pas au rendez-vous. Voici Bernard Courtois et son collaborateur direct, là, et c'est moi qui prends la photo. Voilà. Ça me fait rappeler que au pied des Pyrénées, mon vieux père racontait que dans l'ancien temps, il y avait des gardes champêtres, un garde champêtre qui était particulièrement querelleur et qui cherchait à piéger tous les braconniers de la pêche. Et il y avait 2 braconniers qui s'étaient réfugiés sous un pont. Et le garde pêche, plutôt le garde champêtre pêche, donc est resté sur le pont pendant un certain temps. Et c'était pittoresque, quoi. Cette rencontre, cette simultanéité des personnes sur ce pont, ça me rappelle Rabelais, le Maurice Genevois, prix Goncourt. Hein. Vous voyez, lisez Rabelais, c'est très beau comme livre aussi. Rubrique dans un village. Courtois m'amène ensuite dans un village. Les cases sont distribuées au hasard de la pente, le long de venelles, dans lesquelles picorent des poules noires et blanches, comme un échiquier. C'est joli. Dans une case maintenant, nous rentrons dans une case. Sur la gauche, une espèce de couchage, une chaise ou 2, sur de la terre battue, et c'est tout. Et c'est tout. Et du monde partout là, dans cette case. Et le chef du village, notamment.
Rubrique des mouches. Et puis surtout sur le sol, des mouches en pagaille. On les écraserait par dizaines, par centaines, rien qu'en marchant. Si elles n'étaient dotées d'une prodigieuse vélocité. Il fait chaud, alors cet animal à sang froid, là, il a plein de calories dans le sang. Donc il vole très vite, en nuages vrombissants. Courtois mène la conversation, il connaît son monde, lui. Voilà. C'est une ambiance que j'ai décrite là. Eh bien, nous allons reprendre dans la vidéo suivante, après ce vol de mouches vrombissantes. Voilà. Oui, ça me rappelle aussi que mes parents étaient à Alger dans les années 1939-1940. Et là aussi, il y avait des mouches partout sur la viande. Les mouches sont omniprésentes. Voilà. Bien, je vous remercie de votre attention. Et nous reprendrons sur la vidéo numéro 5, après juste cet envolé de mouches. Voilà. Au revoir à toutes et à tous. Au revoir.